Bienvenue dans Art et Escrocs. Ici, les faussaires sont des artistes. Les chefs-d'œuvre cachent parfois des impostures et les plus grands experts peuvent se tromper. Plongez dans les affaires les plus fascinantes des faussaires dans l'histoire de l'art. Vous le saviez ? La petite artothèque de la médiathèque Louis Pergaud vous permet d'emprunter gratuitement une œuvre d'art pour une durée de 2 mois. Dans le hall d'accueil, plus de 70 œuvres d'art uniques sont exposées. Des sérigraphies, des gravures, des photographies, réalisées par une trentaine d'artistes au style très différent. Laissez entrer l'art chez vous, explorez de nouveaux horizons visuels. Et qui sait, peut-être que l'un de ces tableaux vous fera vibrer. Alors pourquoi ne pas venir faire un tour et poser un regard neuf sur ce qui vous entoure ? Épisode 6, le faussaire Mark Landis. Dans toutes les affaires de fraude, les enquêteurs commencent généralement par la même question. Où est passé l'argent ? Car derrière chaque escroquerie, il y a normalement un profit, un compte bancaire, une transaction, un enrichissement. Mais parfois, une enquête commence par un mystère bien plus déroutant. Que faire lorsqu'il n'y a aucun argent à suivre ? L'homme dont nous allons parler aujourd'hui a trompé des dizaines de musées américains pendant près de 30 ans. Il a fabriqué des centaines de faux. Il a menti sur son identité. Il a inventé des histoires familiales. Et pourtant, il n'a quasiment rien gagné. Son nom est Mark Landis. Et son histoire est probablement l'une des plus étranges du monde de l'art. Tout commence dans les années 1980, aux États-Unis. Mark Landis vit seul, discrètement, sans attirer l'attention. Il ne mène pas la vie flamboyante que l'on associe souvent aux grands faussaires. Pas de yacht, pas de villa, pas de compte secret, seulement un homme solitaire et passionné d'art et une habitude singulière, fabriquer des faux tableaux. Mais Landis ne les vend pas. Au contraire, il les offre. Il contacte des musées régionaux, des universités, des institutions culturelles. Il prétend avoir hérité d'une collection familiale ou vouloir honorer la mémoire d'un proche disparu. Puis, il fait le don d'une œuvre, parfois un dessin, parfois une aquarelle, parfois une copie attribuée à un artiste reconnu, et très souvent, le musée accepte. Pendant des années, personne ne remarque le problème. Après tout, qui soupçonnerait un généreux donateur ? Dans l'imaginaire collectif, les fraudeurs cherchent à prendre. Mark Landis, lui, ne fait que donner. C'est précisément ce qui le rend presque invisible. Ses œuvres entrent dans les collections, ses lettres sont archivées, ses histoires sont crues. L'affaire pourrait durer encore longtemps. Mais un homme commence à remarquer des anomalies. Un responsable de musée nommé Matthew Leninger, à force de voir apparaître certaines œuvres suspectes, il repère des ressemblances troublantes. Les mêmes méthodes, les mêmes récits, les mêmes coïncidences. Il décide alors de mener sa propre enquête. Peu à peu, les pièces du puzzle s'assemblent. Différents musées ont reçu des dons similaires. Les donateurs changent de nom, parfois d'apparence. Mais derrière ces personnages se cache toujours le même homme, Mark Landis. Leninger le suit, le photographie, recueille des témoignages, reconstruit son parcours et découvre progressivement l'ampleur de la fraude. La révélation provoque la stupeur. Des dizaines d'institutions ont été trompées. Pourtant, une question demeure. Comment poursuivre quelqu'un qui n'a rien vendu, qui n'a pas demandé d'argent, qui n'a pas retiré de bénéfices financiers évidents ? Les autorités se retrouvent face à un cas inhabituel. La tromperie est réelle. Mais le mobile classique du crime semble absent. Au fil des enquêtes et des témoignages apparaît le portrait d'un homme complexe. Certains spécialistes évoquent la solitude, le besoin de reconnaissance, le plaisir d'être accepté par les institutions, peut-être même la satisfaction de participer à sa manière au monde de l'art. Mark Landis n'est pas un héros. Il n'est pas non plus le criminel traditionnel. Il appartient à cette zone grise où les motivations humaines deviennent difficiles à comprendre.
Et puis survient l'ironie ultime. Après avoir trompé les musées pendant des décennies, Mark Landis devient lui-même un objet d'exposition. Des documentaires lui sont consacrés, son histoire fascine le public. Le faussaire entre finalement dans l'histoire de l'art, non comme artiste reconnu, mais comme personnage. Au fond, l'affaire Mark Landis raconte quelque chose de profondément humain. Nous pensons souvent que la fraude naît de l'avidité, mais parfois elle naît d'un besoin plus difficile à mesurer. Le désir d'exister, d'être vu, d'être accepté. Et c'est peut-être ce qui rend cette histoire si troublante. Parce qu'à la fin de l'enquête, une question reste suspendue. Mark Landis voulait-il tromper les musées ? Ou voulait-il simplement en faire partie ? Merci d'avoir écouté cet épisode d'Art et Escrocs. Nous nous retrouvons très bientôt pour un prochain épisode. Merci.